Soyons honnêtes, quand on parle d'apprentissage, le mot évaluation fait souvent grincer des dents. C'est le verdict redouté, la corvée finale que tout le monde veut à tout prix éviter. Mais on va complètement changer d'angle aujourd'hui. Et si, en réalité, l'évaluation était le moteur absolu d'un cours? Un outil vivant pensé non pas pour sanctionner, mais pour perfectionner l'apprentissage en continu. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voici notre plan de route pour cette exploration. D'abord, on définit la qualité pédagogique. Ensuite, on passe par les 4 niveaux de Kirkpatrick, l'alignement et le scénario, l'évaluation en 3 temps, la fameuse boucle d'amélioration continue, pour finir sur l'analyse et la progression. Allez, on attaque tout de suite avec la première étape, définir la qualité pédagogique. Avant même de vouloir mesurer quoi que ce soit, il faut se mettre d'accord sur les termes. Et là, on fait face à un vrai paradoxe entre deux mondes. D'un côté, on a la qualité réelle. Ça, ce sont les données froides et implacables. Est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que l'information est retenue sur le long terme? Est-ce qu'il y a un transfert de compétences? De l'autre côté, on a la qualité perçue. Là, on est en plein dans l'émotionnel. C'est la satisfaction globale de la personne, son sentiment d'engagement, la clarté qu'elle a ressentie. Le truc fondamental à retenir, c'est qu'un parcours vraiment performant ne choisit pas son camp. Il trouve l'équilibre parfait entre ces deux mondes. Ce qui nous amène à la deuxième partie, les 4 niveaux de Kirkpatrick. Donald Carpenter a théorisé ce modèle en 1959 et tenez-vous bien, ça reste le standard absolu aujourd'hui. C'est brillant parce que ça montre comment l'évaluation monte en puissance. L'étape 1, c'est la réaction. En gros, est-ce que l'expérience a plu? L'étape 2, c'est l'apprentissage. Est-ce qu'il y a eu une vraie acquisition de connaissances? Ensuite, on passe aux choses sérieuses avec l'étape 3, le comportement. Est-ce que ces nouvelles connaissances sont réellement appliquées sur le terrain? Et enfin le Graal, l'étape 4, les résultats. Quel est l'impact concret sur l'organisation ou sur la vie de l'apprenant? Pour que ce soit moins abstrait, regardons un exemple ultra concret tiré de nos sources. Un cours d'arabe en ligne pour débutants d'une durée de 30 heures. Le niveau 1, c'est très simple. C'est l'enquête de satisfaction sur Moodle à la fin, on veut au moins 4 sur 5. Le niveau 2, c'est le test de fin de niveau 1, on vise 80% de progression. Mais là où ça devient fascinant, c'est le niveau 3. On demande une production écrite 3 mois plus tard pour vérifier si la langue est bel et bien utilisée. Et le niveau 4 s'observe dans les chiffres globaux. On veut qu'au moins 60% des inscrits aient le courage de continuer vers le niveau suivant, le A2. C'est précis et ça ne laisse pas de place au hasard. Mais attention, et c'est là que le bât blesse dans le monde de la formation moderne. L'immense majorité des programmes s'arrêtent net au niveau 1 et 2. En gros, si tout le monde a souri à la fin et réussi un petit quiz, on s'en contente. Pourtant, ce sont bel et bien les niveaux 3 et 4, donc le changement de comportement et les résultats réels, qui justifient l'existence et surtout le coût d'une formation. Passons au 3e point, l'alignement et le scénario. Comment on intègre cette fameuse qualité mesurable à l'intérieur même d'un cours? Posez-vous cette question toute bête, si un apprenant réussit parfaitement son évaluation, est-ce qu'on peut affirmer avec une certitude absolue qu'il a atteint l'objectif visé au départ? Si la réponse est non, ou peut-être, c'est qu'il y a un gros souci. C'est ce que le chercheur John Biggs appelle l'alignement pédagogique. Il faut une cohérence en béton armé entre l'objectif qu'on se fixe, l'activité qu'on propose et l'évaluation finale. Pour s'en assurer, on utilise une grille d'audit avec 6 critères fondamentaux. L'alignement, on vient d'en parler, l'adaptation, pour être sûr de coller au public cible, la progression, pour augmenter la difficulté sans perdre les gens, la diversité des formats, pour maintenir l'attention, l'interactivité, parce qu'on apprend toujours mieux en étant actif, et évidemment la mesurabilité. 4e étape de notre décryptage, l'évaluation en 3 temps. Il faut vraiment se sortir de la tête que l'évaluation, c'est juste l'examen de fin d'année. C'est un outil qui vit en 3 temps. Avant la formation, c'est le diagnostic, pour voir d'où l'on part et repérer les lacunes. Pendant, c'est l'évaluation formative, celle qui permet d'ajuster le tir en direct. Et après, c'est la sommative, le fameux moment de certifier que c'est acquis. Et vous savez quel est le plus grand paradoxe ici? L'évaluation formative, celle du pendant, est très souvent la grande oubliée. Alors que c'est de loin la plus puissante pour apprendre. Quelques exemples tout simples pour l'intégrer sans stress. Des quiz avec un retour immédiat, une autocorrection face à un modèle, l'évaluation entre pairs où l'on se corrige mutuellement, ou même tenir un journal de bord. C'est ultra efficace et ça dédramatise complètement l'erreur. Ce qui nous amène tout naturellement à la section 5, la boucle d'amélioration continue. Il faut vraiment changer de logiciel mental ici. Un cours n'est jamais terminé. Jamais. C'est un organisme vivant, propulsé par la fameuse boucle PDCA de Deming. Planifier, faire, vérifier et agir. Chaque fois qu'on lance une session, c'est une mine d'or de données. On voit ce qui coince, on ajuste, on relance. La boucle tourne et la qualité monte d'un cran à chaque tour. Reprenons notre cours d'arabe pour voir ça en action. Ils avaient un vrai problème de taille. 45% d'abandon sur le 3e module, qui était beaucoup trop lourd. Étape planifiée. On décide de couper ce module en 2 et d'ajouter des cartes de mémorisation.
Étape faire, on déploie cette V2 sur un nouveau groupe. Étape vérifier, les données tombent, le taux d'abandon a drastiquement chuté à 22%. Étape agir, on fiche ces changements qui deviennent le nouveau standard. Voilà, la boucle a parfaitement rempli sa mission. Mais pour faire tourner ce moteur, il faut du carburant, donc des chiffres, des KPIs. On en retient 6 majeurs. Le taux de complétion, le taux de réussite, le fameux NPS pour savoir si les gens recommanderaient le cours, le temps moyen passé par rapport à ce qui était prévu, le taux d'engagement et la mesure la plus critique, la rétention à 90 jours. Avec ça, on arrête de deviner, on pilote avec précision. Enfin, 6e et dernière partie, l'analyse et la progression. Si vous devez un jour diagnostiquer un cours qui patine, décomposez-le selon ces 4 dimensions. Si les objectifs sont flous, le problème est purement pédagogique. Si le texte est illisible ou que les vidéos durent des heures, le problème est ergonomique. S'il n'y a absolument aucun retour sur les erreurs, la faille est évaluative. Et si la personne est complètement seule derrière son écran sans la moindre interaction, c'est la dimension sociale qui est en souffrance. Utiliser cette méthode, c'est vraiment agir de manière chirurgicale. On va se quitter là-dessus. Cette puissante adaptation d'une célèbre citation de Deming résume absolument tout ce qu'on vient de voir. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas, encore faut-il mesurer ce qui compte vraiment. L'évaluation n'est pas une punition, c'est tout simplement notre boussole. Alors la prochaine fois qu'un parcours de formation se présentera à vous, la vraie question ne sera plus de savoir s'il y a un examen à la fin, mais bien de se demander, est-ce que ce dispositif mesure vraiment ce qui compte pour créer un impact durable ?